Mes chers collègues, messieurs, bienvenue au sein de cette mission d'information intitulée « Création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme l'éducation et la culture ». Si j'ai commencé mon adresse par chers collègues, c'est que les collègues qui ne sont pas là physiquement seront là à distance et nous suivront puisque l'audition est intégralement retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, je suppose qu'il y a des collègues devant leur téléviseur. Donc, après avoir consacré de nombreuses auditions aux effets de l'IA sur le secteur culturel, nous abordons à présent la dernière phase de nos travaux qui portera sur les conséquences en matière éducative. Nous nous intéresserons donc jusqu'à la fin du printemps à la fois à l'enseignement scolaire et à l'enseignement supérieur. Pour commencer à nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 éminentes personnalités qui se sont penchées sur cette question et que nous remercions d'être présentes aujourd'hui. M. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, et, entre autres, et récemment auteur d'un ouvrage sur le sujet intitulé « IA, grand remplacement ou complémentarité ». M. Olivier Babot, universitaire entrepreneur, président de l'Institut Sapiens, et M. Laurent Alexandre, médecin et auteur, avec M. Babot, d'un ouvrage au titre accrocheur, sinon provocateur, Ne faites plus d'études, point d'exclamation, apprendre autrement à l'ère de l'IA. Vous nous direz peut-être si vous avez des premières pistes pour apprendre autrement, mais ça va venir dans le cadre des questions que vous posera Madame Calvez, rapporteure de la mission. Je voudrais quand même commencer par souligner une sorte de malentendu sémantique. Intelligence artificielle, c'est pas intelligent et c'est pas artificiel. Intelligence, vous le savez mieux que moi, vient de l'américain, renseignement, information. Et pour ce qui est de l'artifice, les algorithmes sont totalement des productions intellectuelles de mathématiciens, statisticiens notamment, n'est-ce pas ? Derrière, et dans un contexte industriel, financier, budgétaire que nous connaissons. Donc il s'agit d'une entreprise qui a beaucoup à voir avec le pouvoir, notamment du monde anglo-saxon. Enfin bon, ça c'est une parenthèse, je voulais quand même vous le dire parce que nous avons avancé sur ce sujet-là. Bon, donc, pour nous, il ne fait aucun doute que l'IA va forcément avoir des effets sérieux sur l'éducation, sur l'enseignement secondaire et supérieur, avec probablement de sérieuses différences entre les deux. Et on peut y voir soit évidemment une chance, une opportunité, comme on dit en franglais, ou une menace. Bien. Donc nous attendons de vous, si vous le permettez, que vous nous éclairiez à ce sujet-là, parce que nous voudrions savoir, puisque vous avez la capacité, et vous l'avez fait dans vos ouvrages, à vous projeter dans l'avenir et à décrire un avenir qui n'est pas que radieux d'ailleurs, nous voudrions savoir donc comment vous envisagez les choses pour l'école et pour le système éducatif en général. L'école doit-elle enseigner avec l'IA ou doit-elle éduquer à l'IA, voire enseigner l'IA carrément, hein ? Et si oui, à quel niveau et pourquoi faire ? Donc pour répondre à ces questions et pour entamer un tour d'horizon plus large, je vais vous céder la parole, si vous voulez, à chacun pour un propos liminaire de 5 minutes global, et ensuite, Madame la rapporteure a préparé pour vous une batterie de questions qui permettront de débattre et de dialoguer sur l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Alors pour prendre la parole, vous appuyez sur le bouton et vous avez normalement un petit clignotant rouge. J'appuie. Alors, d'abord, l'IA est intelligente. Hein. Elle n'est pas du tout statistique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'est que plus aucun ingénieur IA aujourd'hui ne sait comment elle fonctionne. Donc elle est capable de tester ses hypothèses, elle est capable de réfléchir, et la boîte noire est devenue totalement incompréhensible pour nous. Donc elle ne fonctionne plus du tout simplement de manière statistique. Donc elle est vraiment intelligente. Claude est vraiment intelligent. Donc avec des raisonnements qui ressemblent aux nôtres, qui sont capables de comprendre le contexte. Si j'étais ministre de l'Éducation, et j'en ai parlé avec notre ministre de l'Éducation il y a 15 jours à sa demande, j'aurais 2 sujets principaux, 3 en vérité. 1, la question des deepfakes. Donc la question des vidéos. Vous savez que 50% des vidéos qui sont aujourd'hui diffusées sur la guerre en Iran sont fausses. Et donc je changerai de A jusqu'à Z les cours d'instruction civique. Je demanderai par ailleurs au président de la République de supprimer l'anonymat, d'interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ce serait la première chose que je demanderai. Dans une démocratie, on assume sa signature. C'est un minimum. Alors dans un pays totalitaire, c'est autre chose, mais dans une démocratie. Donc je changerai de A jusqu'à Z les cours d'instruction civique parce qu'on va rentrer dans un monde où plus personne ne saura si ce qu'on voit est vrai ou faux.
Donc développer l'esprit critique. Je changerai totalement aussi le rapport aux examens et aux devoirs à la maison. Il y a une enquête de Harvard, de l'université de Harvard, une université où j'ai enseigné quand j'étais plus jeune. Et donc le professeur d'université qui a dirigé l'enquête dit, voilà, quand je donne des devoirs à la maison, j'ai jamais eu des devoirs aussi bons. Quand c'est des partiels sur table, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'à la maison, ils sont faits par ChatGPT et sur table, ils sont faits par le gamin. Donc on a un risque de deskilling, pour parler en mauvais français, donc de perdre des compétences qui est absolument considérable. Et donc je changerai le rapport aux examens. Je privilégierai les oraux par rapport aux écrits. Aux oraux, on ne peut pas tricher. Aux écrits, il suffit d'une oreillette pour tricher. Et puis je changerai aussi le rapport aux devoirs à la maison, plutôt les devoirs sur table et les devoirs à l'école. Et puis, il y a évidemment beaucoup d'autres sujets qui sont essentiels, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'il y a deux types de travaux. Je termine avec ça, mais je pense que c'est l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. C'est de loin le plus important. Si vous travaillez pour avoir un emploi et que l'emploi a disparu, c'est pas la peine. Donc je rejoins ce que disent mes camarades. Ne faites plus d'études, c'est pas la peine. Si vous faites des études pour avoir un emploi et que l'emploi a disparu, c'est pas la peine. Voilà. Mais en revanche, je vais vous dire les choses personnellement. J'ai passé des dizaines de milliers d'heures sur la mythologie grecque et l'idéalisme allemand. J'ai traduit Kant dans la Pléiade, la critique de la raison pratique. J'ai traduit Hegel, Fichte, Schelling, Adorno, Horkheimer, Cassirer. C'est des dizaines de milliers d'heures. J'ai fait 20 ans de grec, j'ai publié une 60aine de livres sur la mythologie grecque. Je ne regrette pas une minute que j'ai passée à ça. Ça ne m'a servi strictement à rien en termes d'emploi. C'est pas ça qui m'a permis de passer la grecque de philo, ni la grecque de sciences politiques, ni d'être prof d'université, ni de gagner de l'argent. Donc si on rentre dans un monde dans lequel énormément d'emplois auront disparu, une étude de Roland Berger dit que 125 millions d'emplois de fonctionnaires pourraient être aujourd'hui remplacés par des assistants IA. Et dans les entrepôts d'Amazon, on remplace aussi les salariés par des robots humanoïdes. Et donc, si on rentre dans un monde où énormément d'emplois auront disparu, les études deviendront de plus en plus importantes que jamais. Non pas pour avoir un emploi, mais pour vivre, pour penser les autres, pour penser son monde. Ça ne sert à rien de faire des études pour être médecin si le métier de médecin a disparu. Mais ça sert très bien de faire des études de biologie pour comprendre ce que c'est que le corps humain, parce que c'est passionnant. Comprendre ce que c'est qu'un cancer, c'est passionnant. Donc vous voyez, il y a deux formes de travaux. Il y a les travaux pour avoir un emploi salarié, et puis les travaux pour soi et pour les autres, pour comprendre le monde et pour comprendre les autres. Donc ne confondons pas les deux. Donc je dirais, faites plus que jamais des études, parce que dans le monde où vous allez rentrer, et je vous renvoie, c'est ma conclusion, un petit texte de Keynes, qui est génial. Ça s'appelle « Lettres à mes petits-enfants », 1929. Et Keynes se dit, voilà, avec la technologie, la science moderne, on n'aura plus besoin de travailler que 3 heures pour assurer sa nourriture, sa survivance, etc. Et il dit, pour les gens qui n'ont pas de passion, ce sera très très dur, parce que les vacances éternelles, pour quelqu'un qui n'a pas une passion très forte, c'est invivable. Sam Altman a fait une enquête grandeur nature, payé $2000 pendant 2 ans des chômeurs américains pauvres à ne pas retourner au travail pour voir ce que c'était que le revenu universel de base, comment ça marchait. Catastrophe absolue. Suicide, alcoolisme, antidépresseurs, divorce. Voilà. Donc je pense que c'est ça qu'il faut absolument éviter, et c'est pourquoi dans mon livre je propose un service civique pour les adultes. Je préfère que les gens travaillent 3 heures par jour, payés par des taxes sur la robotique ou l'IA, plutôt que de ne pas travailler du tout, de perdre la perfectibilité, le rapport aux autres et l'utilité sociale, l'estime de soi. Je vais être très vite, mais chacun de ces points mériterait évidemment d'être développé. Merci, Monsieur le Ministre. Docteur, à vous. Évidemment. C'est un président. Oui. Plus député, c'est plus prestigieux que président. Je crois qu'il est très important pour l'éducation qu'on sorte du déni sur l'intelligence de l'IA. Intelligence artificielle, c'est pas intelligence au sens de la CIA, c'est intelligent au sens de Cleaver, de vraiment intelligent. L'intelligence artificielle est extrêmement intelligente. Claude, Opus 4.6, est beaucoup, beaucoup plus intelligent que moi dans tous les domaines. Il m'écrabouille en médecine, encore plus que ChatGPT. Il m'écrabouille dans ma réflexion stratégique, dans ma pensée géopolitique, etc. Donc non, il faut arrêter d'écouter Luc Julia. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle est extrêmement intelligente. Et nos gamins vont payer chaque retard dans cette constatation. Et
les gens qui ne sont pas passés à Claude plus 4.6 et qui sont encore sur ChatGPT ont un retard dans la compréhension de la vitesse à laquelle l'IA va. Parce qu'effectivement, un gros écart existe aujourd'hui entre Claude et ChatGPT. Plusieurs points de quotient intellectuel, une compréhension de nos besoins beaucoup plus fin avec Claude encore qu'avec ChatGPT, même si ChatGPT reste un très bon modèle et est utilisé par plus de 900 millions de personnes chaque semaine. Donc, notre dépassement, il est acté. Et la question qui se pose pour nos enfants, et nous sommes tous ici pères de familles nombreuses, la question qui se pose pour nos enfants, c'est qu'apprend-on à nos enfants et avec quelle méthode? Puisque l'intelligence artificielle a deux conséquences majeures. Faut-il ou pas changer les méthodes? Et on a vu que le fétichisme technologique ne marchait pas. C'est pas en donnant des iPads aux gamins au collège qu'ils devenaient plus intelligents et plus cultivés, même si tout le monde a le baccalauréat, parce que le baccalauréat est devenu un diplôme en chocolat, mais c'est un autre sujet. Ce n'est pas un effet, c'est un effet démagogie politique, ce n'est pas un effet technologique. Donc, quelle méthode utilise-t-on à l'ère de l'IA? Et puis, comment prévoit-on les métiers auxquels on pourrait former nos enfants? Sachant que le mythe de la complémentarité est tombé. Il est exceptionnel qu'IA plus nous soit mieux que IA tout seul. En médecine, c'est le contraire. ChatGPT plus médecin, c'est beaucoup moins bien que ChatGPT tout seul. Alors, ayant passé 11 années de ma vie pour avoir la qualification en chirurgie, je le regrette profondément, mais c'est une réalité. Donc le combat pour la complémentarité, il est loin d'être simple. De penser qu'on va former spontanément nos gamins à apporter un plus à ce que fait l'IA, c'est hasardeux. Il va falloir dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup réfléchir aux sciences cognitives pour que demain, nos enfants plus IA, ce soit mieux que IA sans nos enfants. Ce qui est quand même l'objectif de l'école à l'ère de l'intelligence artificielle. Ce problème de la non-complémentarité, dans un papier dans le Figaro qu'on avait écrit avec Olivier Babot et Alexandre Tsikopoulos, on s'en alarmait et on se rend compte même que dans des universités de qualité, je ne parle pas d'universités poubelles, comme Cambridge, eh bien, on a énormément de mal à faire que les jeunes à Cambridge apportent de la valeur ajoutée par rapport à ChatGPT. Et encore, l'étude faite à Cambridge est avec une vieille version de ChatGPT, bien plus ancienne que les versions actuelles, ou même encore que Claude. Donc le problème de la complémentarité est important parce que sur le marché du travail, si on n'apporte pas une plus-value par rapport à l'IA et demain par rapport aux robots humanoïdes intelligents, on aura des difficultés sur le marché. Le problème, c'est que nous sommes en retard de plusieurs TGV. C'est-à-dire, nous réfléchissons à IA et école comme si on était en 1995. L'intelligence artificielle gagne plusieurs points de QI chaque trimestre. Donc, c'est en fait une reconfiguration complète de l'école et des objectifs de l'école auxquels il faut penser aujourd'hui. Derrière, il n'y a pas que l'école, il y a aussi la politique, l'organisation sociale. Je vous invite à regarder ce qu'a écrit hier Sam Altman. Sam Altman a déclaré hier que la super intelligence artificielle, il ne s'agit pas là du dépassement de l'humanité, mais simplement du dépassement de la totalité des cerveaux humains. C'est la définition la plus communément admise de la super IA. Que la super intelligence artificielle est au coin de la rue. Donc nos enfants vont se mouvoir dans un univers où l'intelligence vaut 0, le coût de l'unité d'intelligence artificielle élémentaire, qui est le token, est divisé par 40 chaque année, c'est-à-dire divisé par 1600 en 2 ans. Donc l'intelligence ne vaut rien, alors que l'intelligence humaine est extraordinairement chère à la minute, à la seconde. Donc nos enfants vont se mouvoir dans un monde qui va bouger très vite, où leur complémentarité n'est pas assurée et où l'intelligence devient gratuite et très supérieure à notre intelligence biologique, et il faut le reconnaître. Je répète ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas réformer l'éducation si on pense que l'IA n'est pas intelligente. L'IA est plus intelligente que chacun d'entre nous dans cette salle. Personne dans cette salle n'est capable de faire en moins de 3 heures ce que Claude ou ChatGPT fait en 5 secondes sur un sujet compliqué. Personne. Personne. Ni les députés, ni nous, les essayistes. Oui, je te laisse la responsabilité. Donc, Sam Altman a exhorté à réfléchir au changement de civilisation qui est imminent. Un monde où l'intelligence est gratuite et
où l'IA est supérieure à nous, ça a des conséquences sur les bases fiscales, sur l'organisation économique, et Altman a publié hier soir sur le blog d'OpenAI un projet de société, un projet économique, une refonte radicale du travail, de la politique, des bases fiscales et de l'État-providence. Donc voilà, je pense aujourd'hui qu'il est urgent de sortir du déni parce que 1500 jours après la sortie de ChatGPT, nous ne pouvons, enfin moins de 1500 d'ailleurs, nous ne pouvons plus continuer à nier la révolution. Le point fondamental, il n'y a pas de recette miracle, il faut juste changer de tempo. Nous ne pouvons pas organiser l'école avec des changements sur une base décennale quand chaque semaine il y a une nouvelle version de l'IA qui nous challenge un peu plus et qui rend encore plus compliqués les objectifs de formation que nous assignons au système éducatif pour nos enfants. Il y a là une urgence. Ce décalage entre la réflexion politico-éducative et puis la réalité technologique aujourd'hui n'est plus tolérable. Je ne parle pas de Luc, mais avec Olivier Babot dans « Ne faites plus d'études », nous ne défendons pas l'idée que la mort du travail est inéluctable. En revanche, nous appelons à un sursaut parce que la désynchronisation entre l'école et puis la technologie est aujourd'hui absolument intolérable. Quand je dis... j'emporte la responsabilité sans mettre dans le coup Olivier Babot. Quand je dis il est masochiste de faire des études de médecine aujourd'hui, je le dis très sérieusement. Être médecin généraliste, c'est 10 ans d'études aujourd'hui. Dès aujourd'hui, avant même les progrès de l'IA dans les 10 années qui viennent, médecin plus IA, c'est moins bien, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a sans médecin. Ça pose un vrai problème sur l'organisation des études de médecine, beaucoup trop longue, totalement déconnectée de la technologie, et qu'on a allongé au moment où il fallait diminuer la durée des études médicales et changer radicalement ce qu'on apprend à nos jeunes collègues médecins, sachant qu'il est évident que nous ne sommes pas très loin du moment où il sera interdit à un médecin de faire un diagnostic et il sera interdit à un médecin de faire une ordonnance. Nous n'en sommes plus très loin. Il serait d'ailleurs aujourd'hui, d'un point de vue éthique et déontologique, raisonnable que nous, médecins, nous soyons obligés de demander l'autorisation de l'IA avant de faire une prescription. On voit bien que sur l'exemple de la médecine, qui est l'un des domaines les mieux étudiés sur la déconnexion entre les études et puis la cavalcade technologique dont nous parlons, on voit bien sur cet exemple qu'il faut reconfigurer complètement la chaîne éducative depuis l'école traditionnelle jusqu'à l'université et à la formation professionnelle des adultes. Il y a vraiment le feu au lac et aujourd'hui, notre réflexion est beaucoup trop lente. Elle est beaucoup trop lente par rapport à la réalité technologique. Et qui va payer l'addition? Pas les enfants de l'élite, mais les enfants des classes moyennes et des classes populaires qu'on envoie au casse-pipe. Ce n'est pas spécifique à la France, mais la France ayant accepté d'abîmer ses universités et de les laisser pourrir sur pied par démagogie est particulièrement touchée par rapport à des pays qui ont préservé un système éducatif plus raisonnable, par exemple comme la Suisse. Merci, docteur. Monsieur Babot, je vous en... Monsieur le Président, merci beaucoup. Attendez, ça marche. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voudrais intervenir en complément et peut-être parfois en toute petite contradiction, mais finalement assez complémentaire avec ce qui a pu être dit, puisque c'est évidemment, ce sont des questions de point de vue et peut-être de prévision dans un monde où on est avant tout peu sûr de ce qui est en train de se passer, sauf ce bouleversement majeur qui est en train d'arriver. J'aimerais mettre mon intervention sous le sceau, comme mes camarades, de l'inquiétude et de l'urgence d'abord. Inquiétude énorme, car tout à l'heure nous allons reprendre une activité normale, on va aller déjeuner, c'est une belle journée, mais la réalité c'est que la situation est réellement grave. Pourquoi? Car il faut
peut-être rappeler la prémisse, en réalité, et sont partis mes camarades aussi, mais le progrès extraordinaire des technologies ne se ralentit pas. C'était une hypothèse il y a quelques mois, il y a quelques années. Est-ce qu'on allait arriver à une asymptote, à une sorte de plateau? Est-ce que l'exponentielle allait arriver? Non. Elle allait cesser. Est-ce que ça allait s'infléchir? Pas du tout. Il n'y a pas eu d'inversion de la courbe. La rapidité est toujours aussi grande et nous avons toujours une génération de modèles tous les 6 à 9 mois avec des progrès qui sont absolument ahurissants et dans un an, en réalité, on ne peut pas encore dire où nous en sommes. On prévoyait l'agentification, c'est-à-dire le fait d'arriver à des IA un peu plus autonomes et capables d'enchaîner des tâches complexes. On les prévoyait d'ici 1 à 2 ans, et en fait, on sait déjà que c'est déjà aujourd'hui. L'une des inquiétudes qui naît aussi, c'est que il est absolument évident que l'usage de l'intelligence artificielle est un facteur de polarisation extrêmement important. C'est vrai pour beaucoup de technologies, mais ça va l'être de plus en plus. Il y a beaucoup de façons de le décrire, mais cet effet en sociologie qu'on appelle l'effet Matthieu, c'est-à-dire par référence à saint Matthieu dans l'Évangile, je cite de mémoire, ça ne va pas être la bonne citation, mais enfin la bonne phrase, mais c'est quelque chose comme: à celui qui a, on lui donnera, il aura en abondance, celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est cette idée qui fait que l'intelligence artificielle, plus que jamais, va favoriser ceux qui disposent des ressources cognitives qui leur permettaient déjà de réussir dans le monde d'hier, mais qui demain vont leur permettre d'être de plus en plus loin, d'être de plus en plus productifs et de capter probablement de plus en plus de ressources. Oui, l'intelligence est gratuite, c'est là où j'ai, avec mon ami Laurent, une toute petite divergence. Oui, l'intelligence va être gratuite. Oui, l'intelligence, qui était le facteur le plus rare, va devenir une forme de commodité. Mais souvenons-nous de l'erreur que nous avons faite avec Internet. Nous avions confondu l'usage et l'accès. C'est-à-dire que nous pensions qu'avoir accès à toute la culture du monde, à toutes les réflexions du monde, à toute la littérature du monde, à toutes les œuvres, toutes les grandes œuvres du monde, à tout le savoir du monde, que l'avoir accès équivalait à l'usage et équivalait à la diffusion. Ça n'est pas ce qui s'est passé. L'accès est très différent de l'usage. L'accès ne suffit pas. Avoir accès demain dans son téléphone à la meilleure intelligence du monde, malheureusement, n'aura pas d'équivalent, n'aura pas de conséquences, en tout cas diffusées de la même façon dans la population sur l'usage. Pourquoi ? Parce que utiliser l'intelligence nécessite de l'intelligence. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il faut être intelligent pour bien utiliser l'intelligence, sinon vous n'en êtes que le jouet. L'intelligence, c'est comme l'argent, je crois, dans la Bible, c'est un formidable serviteur et un très mauvais maître, cette intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas capable d'en être le chef d'orchestre, vous en êtes le jouet, vous saurez faire copier-coller, mais c'est une très maigre valeur ajoutée. L'autre conviction que nous avons évidemment et qui nourrit notre discours sur l'enseignement supérieur et par extension sur l'école, c'est que l'économie va d'abord, sur les changements sont civilisationnels, prométhéens, parce qu'ils sont extrêmement transgressifs, et sans doute anthropologiques, puisqu'à terme c'est même la notion d'être humain qui va être mise en cause. Mais les changements vont être économiques. Quelles vont être les exigences dans le monde économique de demain? Mais quand je dis demain, c'est dans quelques mois, c'est dès maintenant. Qu'est-ce que les entreprises, de quelles compétences les entreprises vont avoir besoin pour celles qui resteront? Il n'est pas impossible que le travail disparaisse à terme, mais je pense que c'est un terme qui est, en tout cas, qui n'est pas immédiat. Voilà. À terme, court et moyen, la question est les compétences dont on va avoir besoin vont profondément changer. J'ai rencontré récemment un de mes anciens étudiants à l'université qui était devenu chef d'entreprise. Il avait 15 personnes dans son entreprise, il est passé à 3 pour produire les mêmes choses. Il faisait des études sectorielles qu'il vendait à des cabinets de conseil. Donc il passait de 15 à 3. Il me dit, ce qui est amusant, c'est que les 3 dont j'ai besoin maintenant ne sont pas les 15 dont j'avais besoin avant. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes compétences. J'ai dû embaucher d'autres gens, là où j'avais besoin de gens pour faire aller rechercher les données qui existaient et faire ce travail de recherche. Aujourd'hui, j'ai besoin d'enquêteurs. C'est-à-dire de gens, et c'est là où j'ai une toute petite autre, une vision un peu différente, disons, de Laurent, c'est que je crois qu'il y a une petite forme de complémentarité, peut-être qu'à terme elle disparaîtra. Mais aujourd'hui, l'enquêteur, par exemple, c'est celui qui va être capable d'aller interroger la société sur la partie qui n'a pas encore été
qui n'a pas pu être capté par la machine. Qu'est-ce qui est en train de se dire entre les êtres humains dans le milieu des affaires sur ce sujet-là? La complémentarité, elle existe aussi, puisque aujourd'hui, pour vendre des prestations, il faut posséder ce qu'on appelle une sorte de réseau, c'est-à-dire la capacité à articuler la réflexion et la production même, et la vente à des clients, la relation avec des donneurs d'ordre, la réflexion liée à la réflexion commerciale. Voilà. La relation commerciale est une relation qui se fait souvent à table, qui se fait d'humain à être humain, où vous allez adapter la demande du client, où le client va aussi être un peu séduit. Voilà, c'est un travail très humain. Et ce genre de choses, aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire, mais la valeur ajoutée va venir aux ceux qui vont pouvoir articuler évidemment la maîtrise de la production de l'intelligence artificielle, et puis cette capacité à le complémenter avec ce qui est la part humaine du travail. Et les gens qui vont pouvoir faire ça vont avoir besoin de moins en moins d'êtres humains. En réalité, de plus en plus, ils vont pouvoir être seuls et travailler. Et ceux qui vont avoir cette part, qui était déjà la part la plus valorisée, si vous pensez au conseil, celui qui a la relation avec le client était déjà l'associé qui a capté la plus grande partie de la valeur ajoutée. Ça va toujours être le cas. On aura besoin de moins en moins d'humains, il y aura probablement une disparition des gens dans le management intermédiaire. Donc la vraie question de l'école, c'est à quoi on forme les gens pour qu'ils soient utiles dans ce monde de demain. Et je souscris totalement à ce qu'a dit Luc Ferry. Je crois qu'à très long terme, le vrai problème est comment utiliser notre liberté ou notre oisiveté. Voilà. Comment élever les gens pour qu'ils survivent dans ce monde oisif dont effectivement Keynes avait dit on ne peut pas voir arriver ce monde du loisir, cette société du loisir sans effroi. Et je crois que beaucoup de choses dans ce qu'on voit aujourd'hui, dans les années 30, c'était assez fort de voir arriver, la société des loisirs, et deux, d'avoir prévu que c'était un grand problème. Déjà, aujourd'hui, c'est pas toujours absolument visible. Voilà, et bien sûr, on aurait des prescriptions à faire sur l'école, on a quelques idées. Voilà. Je tiens à préciser, il ne faudrait pas surjouer notre position. Je n'ai pas dit que la complémentarité est impossible. J'ai dit que sur les exemples étudiés, elle est tout sauf évidente. Que ce soit à Harvard, que ce soit à Cambridge, où une étude sérieuse a été faite sur le sujet, ou que ce soit dans le domaine médical, cette complémentarité va être un combat. Et que l'école n'a pas réfléchi au fait que cette complémentarité, elle est loin d'être gagnée d'avance, et qu'en tout cas, elle est perdue d'avance avec la façon dont l'école fonctionne aujourd'hui. Voilà. Si on veut... Oups, c'est éteint. Voilà. Je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit mes camarades. On est vraiment sur la même ligne, à 2 capis près. Si on veut aller vraiment à la racine de la problématique qui est la vôtre, qui est la nôtre à tous, il faut, essayer de comprendre quelle est la spécificité de l'humain. Qu'est-ce qui nous reste par rapport à la machine? Et je rejoins ce que dit Laurent. J'ai 2 agrégations, un doctorat d'État. Elle est 1000 fois plus intelligente et plus cultivée que moi. Pas peine de dire le contraire. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Mais donc, qu'est-ce qui va nous rester? Quelle est la spécificité de l'humain? Et c'est indispensable si on peut réfléchir à la complémentarité. Parce que la complémentarité, elle se fera dans les domaines qui nous resteront spécifiques. D'accord? Vous voyez, les 2 points sont liés. Donc, je développe ça en 2 secondes. Par exemple, ATSEM, ça va rester. Une ATSEM, c'est pas remplaçable. Une ATSEM, une assistante de maternelle qui change les couches d'un petit môme de 3 ans qui a fait pipi et qui pleure, c'est pas remplaçable par un robot, parce qu'on n'en veut pas. C'est faisable, mais personne n'en veut. Voilà. Donc vous aurez des métiers comme ça qui resteront parce qu'ils sont très, très humains, en vérité. Et ça, il faudrait réfléchir à ce que ça veut dire très humain. Maintenant, 2 choses. J'ai fait passer moi-même le QI, le WISC, à ChatGPT. Quand j'étais gamin, mes parents n'ont pas fait d'études, j'étais à la campagne, je pensais que jamais j'aurais la grecque, j'ai pas fait Cagne, Hippocagne, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc j'ai fait une licence de socio, une licence de psycho, une licence de lettres, parce que c'était plus facile que la grecque de philo. Puis après, j'ai finalement quand même eu la grecque, mais peu importe. En psycho, en certificat de psycho-expert, on se faisait passer entre nous, c'est ce qu'on nous demandait de faire, les tests de QI, en l'occurrence le WISC. J'ai fait passer moi-même le test de QI à ChatGPT. Et encore, ce n'est pas le meilleur. Claude est bien meilleur. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas les épreuves d'arithmétique bête, genre 1, 3, 5, 7, 9, 11, qu'est-ce que tu trouves à peine, même si tu as un QI de bulot, tu trouves. C'était les épreuves en langage naturel, les épreuves de bon sens en langage naturel. Et il y en a 2 qui m'amusent toujours, et je les ai fait passer à ChatGPT. Il est incroyable.
on dit à la personne, je vais vous dire une phrase dans laquelle il y a une bêtise, il faut que vous me disiez où est la bêtise. Voilà la phrase, le boulanger perd sur chaque petit pain, mais il se rattrape sur la quantité. Qu'est-ce qu'il y a de bête? ChatGPT me répond en 4 secondes, pas 5, 4. S'il perd sur chaque petit pain, plus il en vend, plus il paiera, il va faire faillite. C'est une erreur de compréhension de la logique des entreprises. Même 50% des Français ne trouvent pas, ce qui explique l'état de l'économie française. Et deuxièmement, ceux qui trouvent mettent une minute à trouver les mots. Et la deuxième phrase, c'est le vieux monsieur aimait faire le tour de son jardin qui était en forme de circonférence, mais arrivait pile poil au milieu. Il était tellement fatigué qu'il était obligé de faire demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a de bête? ChatGPT me répond en 3 secondes. Il peut continuer, ce ne sera pas plus long, il ne sera pas plus fatigué. Et là, j'ai un de mes copains dans un dîner en ville qui s'est vautré devant tout le monde. C'était très gênant. Donc, faites pas de passer les tests dans les dîners, c'est terrible. Voilà. Donc, il a 160 de QI parce que au début, il n'était pas bon en maths, mais maintenant, vous avez vu qu'un LLM a été médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. J'en parlais avec Cédric Villani. Il me dit, bah oui, il est meilleur que moi maintenant. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Alors, deuxième point. Si on entre dans un monde où les emplois, où la complémentarité sera un combat, mais un combat qui, dans 90% des cas, sera perdu. Sam Altman le dit, on aura des licornes, des sociétés valorisées à $1 milliard sans aucun salarié humain. Et Bill Gates, qui n'est pas un méchant homme, c'est pas un barjot comme Elon Musk, il dit, voilà, l'IA est capable de remplacer presque tous les humains dans presque tous les jobs. Voilà. Bon, et c'est la réalité qui se profile. Or, vous avez un prix Nobel d'économie. J'ai absolument rien contre lui. Je suis désolé de dire ça parce que je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas. C'est sûrement un très brave homme. J'ai rien contre lui, mais il a fait Philippe Aghion un grand papier dans Le Point pour dire que ça n'aura aucun impact sur l'emploi. Vous vous rendez compte? Là, on nage en plein délire. Et quels sont ces 3 arguments? Je vous les donne et je m'arrête là. Parce que les 3 arguments sont tellement faux. Moi, je ne suis pas prix Nobel d'économie, mais je suis chef d'entreprise. Donc, premier argument, seuls les métiers entièrement automatisables seront remplacés, dit-il, mais c'est complètement faux. J'ai donné 50 pages de mon livre à traduire en allemand pour un ami de Danny Cohn-Bendit qui ne parle pas le français. J'étais traducteur professionnel de l'allemand pendant 30 ans. Il a mis 4 minutes, ChatGPT, à me traduire les 50 pages. Je n'ai pas une virgule à changer. Il n'y a plus un traducteur dans ma maison d'édition. Donc il faut arrêter de dire des conneries, pardon. Deuxièmement, les cols bleus ne seront pas impactés. Mais c'est délirant. Elon Musk met en construction une chaîne de construction de robots. Il en construit 10 millions l'année prochaine. Et il annonce qu'il y aura 1,5 milliard de robots en 2035. Or, ces robots, ils seront équipés d'une IA, ils seront agrégés de philo, agrégés de maths, agrégés de biologie, agrégés d'histoire, agrégés de lettres. Donc, comme dit Laurent, on aura des laveurs de carreaux polytechniciens. Donc, c'est un article du Figaro avec Babot. Avec Olivier Babot. On a fait tous les deux. Donc les cols bleus seront larges. Il y avait un mur, vous savez, un mur en construction. Il y avait les gars du BTP avaient mis pour se moquer. Hey, ChatGPT, tu crois que tu peux continuer le travail? Mais oui, pauvre truffe. Le robot peut continuer le travail beaucoup mieux que toi. Et il est capable de continuer en maçonnerie, en électricité, en plomberie et même en réparation de moteurs thermiques. J'ai vu un robot chinois réparant un moteur thermique d'une voiture. Et ça, je connais très très bien puisque mon père fabriquait des voitures de course. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Voilà. Et dernier argument alors c'est le plus bête de tous, mais c'est aussi celui de Philippe Aghion et même de mon ami Nicolas Bouzou, que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas pour être désagréable. Il y aura des créations d'emplois. Schumpeter, hein, voilà, on a toujours dit ça. Alors, Luc Ferry, Laurent Alexandre, Olivier Babot sont des crétins parce qu'on a toujours dit à chaque révolution industrielle, pensez à la révolte des canuts en 1831 à Lyon. On disait, voilà, évidemment, l'industrie du textile a créé beaucoup plus d'emplois qu'elle n'en a détruit. Là, le problème, c'est que c'est complètement faux. Parce que, d'abord, les emplois que va créer l'IA sont des emplois qui sont généralement Bac+10. C'est des spécialistes des cyberattaques, c'est des data scientists. Mais surtout, c'est tellement bête comme argument. Les emplois que l'IA va créer seront immédiatement préemptés par l'IA. Elle sera meilleure que nous pour les prendre. Voilà. Donc c'est un argument d'une bêtise sans nom. Donc vous voyez ces 3 arguments. Seuls les emplois automatisables seront remplacés. Les cols bleus ne seront pas touchés. Et il y aura des créations d'emplois qui compenseront les suppressions d'emplois, la destruction créative. Mais tout ça est faux. Vous voyez, c'est pour ça que je dis aux politiques qu'il faut se réveiller.
Et c'est formidable ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous êtes quasiment le seul à vous en occuper. Je ne veux pas être méchant, mais Bayrou est le parrain d'une de mes filles, mais il ne parle pas un mot d'anglais, il ne sait même pas ce que c'est que Deep Research. Il n'a aucune idée de rien sur ce que c'est que... je suis sûr qu'il est... Et le ministre de l'Éducation, qui est un type adorable, je n'ai absolument rien contre lui, il n'est pas abonné à ChatGPT. C'est moi qui lui ai dit, mais abonnez-vous. Ouais, et c'est pas pour être méchant que je dis ça, c'est simplement parce que ça m'inquiète. Au fond, la nullité des politiques m'inquiète beaucoup plus que les progrès de l'IA. Bien, merci beaucoup. La parole est à Madame Calvez, rapporteure, qui a préparé toute une batterie de questions pour approfondir les points que vous avez soulevés. Je vous en prie. Comme d'habitude. Pardon, excusez-moi. Merci messieurs pour ces premiers développements que vous aviez pu exposer déjà dans des livres parus il y a plusieurs mois, et on voit qu'en plusieurs mois ça a terriblement changé, que la façon dont vous pouvez affirmer aujourd'hui que l'intelligence artificielle est intelligente est peut-être plus acceptée maintenant qu'il y a quelques mois. Vous avez pu du coup souligner que l'intelligence artificielle est intelligente. Il y a eu un débat, mais finalement vite complété sur la complémentarité entre l'IA et l'intelligence humaine. Là, on voit qu'il y a forcément parfois ce qu'on affirmait il y a 2 ans, qui était une complémentarité notamment dans le domaine médical, est très challengée. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions. Je crois que vous arrivez à vous accorder sur le fait que ceux qui savent utiliser l'IA vont être ceux qui vont le plus s'en sortir. C'est vrai qu'on pourrait avoir une confiance dans la destruction créatrice de Schumpeter en se disant que finalement, tout ça va créer des nouveaux emplois. Bref, on est sur une question de compétences et de travail. Vous dites oui, le travail va continuer, mais pas forcément dans les mêmes proportions. Et vous dites surtout les compétences recherchées sont déjà en train d'être changées par les recruteurs, que ce soit sur le nombre de profils, mais aussi sur le type de compétences. Vous venez de donner des exemples. Quand on voit que tout va si vite, vous nous avez rappelé que déjà on est en train de réfléchir à un modèle éducatif qui se pensait avant 95, donc j'imagine que vous faisiez référence à l'avènement du numérique et de l'Internet. Aujourd'hui, si on avait à identifier les compétences qui seront utiles demain, quelles seraient-elles ? Vous avez déjà évoqué quelques-unes, mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse se dire aujourd'hui quelles sont les compétences recherchées par le monde du travail aujourd'hui, mais a priori aussi demain, ce qui nous aidera à identifier la manière dont l'éducation doit être davantage terminée. Je vous en prie. J'inciterai les parlementaires à beaucoup de prudence sur ce sujet. Mettons-nous le 29 novembre 2022, la veille de la sortie de GPT 3.5. Consensus mondial sur le fait que l'intelligence artificielle ne pouvait pas rejoindre l'intelligence humaine avant 2100. Je peux vous faire passer l'étude faite. Elle ne pouvait même pas parler. Comprendre le langage humain, oral et écrit. Je peux vous faire passer l'étude qui avait été colligée par Arc Invest sur les 100 principaux spécialistes mondiaux de l'IA. Le consensus du rapprochement, c'était 2100. Hein. Quand GPT est sorti, on est passé à 2031-2032. Aujourd'hui, on est plutôt sur 2027 pour notre dépassement dans la totalité des domaines cognitifs. Toujours le 29 novembre 2022, personne au monde n'imaginait une seconde qu'un logiciel puisse comprendre un dossier médical dans lequel les items n'avaient pas été codés au préalable dans la classification internationale des maladies, dans lequel il y a de l'argot, des mots écrits à la main, des abréviations, un mélange de langues, du français et du patois basque. Pardon, de la langue basque, excusez-moi. Personne au monde n'imaginait que ce soit possible avant la fin du siècle, au minimum. En 48 heures, tout ça a volé en éclats. En matière d'agentification, Olivier en parlait, ce que font et commencent à faire les agents, il y a 1 an, c'était de la science-fiction. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de compétences que l'on croyait solides et que l'on pensait devoir enseigner de façon systématique à nos enfants pour les rendre utiles dans le monde de demain, ont vu leur valeur être érodée par l'intelligence artificielle extraordinairement rapide. On ne parle pas d'un mouvement sur 50 ans, là, on parle d'un mouvement sur 3 ans et demi
depuis la sortie de GPT 3.5. Donc on s'est complètement trompé sur 3 ans et demi. Il est hautement probable qu'on va énormément se tromper sur les qualités qu'il faut enseigner, ce d'autant que, comme le disait Olivier, qu'il y a une très très grande injustice. Robin Rivaton disait très justement récemment, plus on est intelligent, mieux on se sert de l'IA. Et la complémentarité avec l'IA dépend directement des capacités cognitives et de la culture. La capacité de se mouvoir dans un monde d'intelligence artificielle est beaucoup, beaucoup plus facile pour les gens intelligents, innovants et cultivés que pour les gens plus lents, moins innovants, moins cultivés. Les publics fragiles peuvent appuyer sur le bouton ChatGPT, mais ils ne vont pas facilement créer de la valeur. Évidemment, dans pas très longtemps, n'importe qui pourra en 3 secondes écrire une thèse de physique quantique ou de cryptographie quantique d'un claquement de doigts, en appuyant sur le bouton Claude 5 ou Claude 6. Quelle sera la valeur produite? 0. La personne ne comprendra même pas la première page du rapport qui aurait été de 1000 pages, qui aurait été synthétisé en quelques secondes. Donc, le débat sur ce qu'il faut apprendre et le débat sur la complémentarité est un débat mouvant parce que la cible ne va pas cesser de bouger. On ne va pas former les gamins à être complémentaires de Claude 4.6 ni de GPT 5.4. Ça n'a pas de sens parce que les performances de la version d'après vont être très supérieures. Donc là, il faut qu'on ait vraiment pour la première fois dans l'éducation des objectifs qui soient des objectifs glissants. Et c'est très difficile. Parce que l'administration est objectivement une structure incroyablement poussiéreuse. Luc a raison de dire qu'une très grosse partie des anciens ministres de l'Éducation n'ont jamais touché ni Claude ni ChatGPT au moment où nous parlons. Ce qui quand même pose un vrai problème d'adaptation du mammouth au tsunami technologique. Donc, le ministère n'est pas organisé avec sa centralisation et ses objectifs que l'on connaît et qui sont un peu diffluents, n'est pas pour poursuivre la technologie. Et d'autre part, la technologie bouge tellement vite que même une administration compétente, efficace et mobile aurait du mal à suivre. Donc, nous trois, nous n'avons pas de réponse. Il n'y a pas de réponse magique à ce qu'il faut enseigner. Je crois que ce qui est important, c'est la méthode. Il faut cesser de se fixer des objectifs décennaux alors que la technologie change chaque semaine. Et ça n'est pas facile pour une organisation qui comporte près d'1 million de personnes et qui a des rigidités syndicales, organisationnelles qui sont très fortes. Non, en fait, pardon, Olivier, je vous laisse la parole tout de suite. Non, en fait, on a un point d'accord que tu devrais souligner, c'est qu'il faut enseigner les humanités. Et je ne dis pas ça pour défendre ma boutique, mais parce que dans la perspective d'un monde où beaucoup d'emplois auront disparu, j'y reviens, les humanités, c'est absolument vital pour vivre simplement, pour comprendre le monde, pour comprendre les autres. J'ai pas dit le contraire. Mais c'est ce que je te dis. On a un chapitre entier dans le bouquin avec Babot sur l'importance des humanités. Laurent, je viens de dire. Et c'est pas ça qui donnera nécessairement une valeur sur le marché du travail. Mon petit lapin, je viens de dire qu'on était d'accord là-dessus. Un lapin, Oui, ça s'appelle. Voilà. Et donc, je viens de dire qu'on était d'accord là-dessus. Et dans ton livre, tu défends les humanités. Et je voudrais quand même revenir à un point, parce que je l'évoquais, mais je ne l'ai pas développé. Quelle est la spécificité humaine? Qu'est-ce qui reste d'humain? Voilà, je vous parlais des ATSEM. Voilà. Mais je laisse tout de suite la parole à... Bon, d'abord, soyons clairs. Aujourd'hui, pour ne pas avoir le bac, il faut faire la demande. C'est devenu... Voilà, il faut vraiment se prendre le pied le jour de l'examen pour ne pas y arriver. Hein. Bon, le bac ne vaut plus rien. Ça ne vaut pas un clou. Voilà, c'est 0. Donc, et après, ça ne s'arrange pas beaucoup. Donc, soyons clairs, les études aujourd'hui, bon, voilà. Alors, la complémentarité dépendra de l'intelligence, sauf que, comme l'a dit Laurent en fin de parcours, parce qu'il ne veut pas être trop méchant, mais c'est que la vérité, au bout dans quelques temps, il n'y en aura même pas besoin d'être intelligent pour produire une thèse de physique grandiose. Oui. Moi, j'ai une fille qui a fait Penningen, qui est graphiste, elle est sortie avec mention très bien de Penningen, elle travaille dans des maisons d'édition, mais moi, je vais vous dire, pour faire la couverture d'un livre, vous demandez à Midjourney ou à Dal-E de vous faire la couverture d'un livre, vous lui donnez les prompts, les questions, et vous en sort 50 en 3 minutes. Et donc la vérité, c'est que son métier, il est très très impacté. Et même si elle est très intelligente et qu'elle sait se servir de ChatGPT ou de Dali ou de Midjourney, très rapidement, n'importe qui sera capable de faire la même chose qu'elle. Donc quelle est la spécificité? Je termine avec ça, c'est pour moi le plus important de l'humain. Et là, on a peut-être un petit désaccord, parce que toi,
dans votre livre, là, vous parlez d'Amodei, d'Entropie, qui donne une structure éthique à Claude, etc. Donc, la vraie différence, c'est que sur le plan des valeurs morales et spirituelles, les IA sont alignées par les programmateurs. Ce n'est pas elles qui choisissent leurs valeurs. Elles ne choisissent pas leurs valeurs. Si vous demandez à ChatGPT s'il faut voter Marine Le Pen ou Mélenchon, il dira « ça dépend de vos valeurs ». Il ne peut pas répondre à ça, parce que lui-même, il n'a que les valeurs qu'on lui a inculquées. Maintenant, réfléchissez à ça. On peut fabriquer en 10 secondes une IA nazie, une IA islamiste, une IA catholique, une IA juive, une IA social-démocrate, et pratiquement toutes les IA américaines, à part Grok, sont wokistes. Vous voyez ? Mais elles sont alignées sur des codes éthiques. Donc je pense que cette question-là reste fondamentale. C'est-à-dire tout ce qui touchera aux relations humaines et à l'éthique ne sera pas préempté facilement par l'IA, sauf que, évidemment, elle peut parfaitement imiter une vision morale du monde, mais elle ne peut pas la choisir elle-même. Et donc, je termine avec ça, et je ne cesse de le dire à Laurent, et Olivier un peu moins, parce qu'on se connaît un peu moins, mais le choix des valeurs n'est pas une question d'intelligence. Non. Sartre n'était pas un imbécile, il était maoïste. Voilà. Et il allait voir Roménie à Naufle-le-Château. Heidegger n'était pas un imbécile, il était nazi. Donc, et on peut avoir un petit paysan qui a un QI de bulot, qui n'a jamais fait d'études, mais qui est un type bien et qui est courageux. Et dans la guerre contre le nazisme, on préfère l'avoir à côté plutôt que d'avoir un prof d'université comme Sartre. Vous voyez ? Je dis les choses un peu vite, mais le choix des valeurs n'est pas une question d'intelligence. Donc, ces machines peuvent être des milliards de fois plus intelligentes que nous, elles ne peuvent pas choisir les valeurs. On leur impose, on les aligne. Et ça mérite réflexion pour la question de la complémentarité avec les métiers. Oui, pardon. Merci beaucoup. Alors, d'après vous, comment l'école doit-elle se positionner par rapport à ces évolutions d'usage d'IA ? On a entendu parfois certains professeurs proscrire tout usage de l'IA, d'autres utiliser et amener leurs élèves à utiliser l'intelligence artificielle. Comment peut-on évaluer les compétences ? Si on arrive à les identifier, comment peut-on évaluer que ces compétences ont été acquises ? On a parlé d'IA-graphie, c'est-à-dire des professeurs qui demandent à ce que les élèves leur donnent l'ensemble des prompts successifs qui les ont amenés à rendre un devoir. Vous avez parlé de la notion d'oral qui permet de davantage tester que les compétences et que la compréhension est là. Voilà, seriez-vous partant d'un IA partout et d'un IA constant dans l'évolution de l'apprentissage des élèves, ou au contraire l'aménagement d'espaces sans IA et d'espaces avec IA? Comment pourrait-on intégrer l'intelligence artificielle dans les apprentissages sans oublier de développer l'intelligence de nos élèves? Oui, si je peux commencer par une remarque liminaire sur la question essentielle à laquelle Luc Ferry a fait allusion, qui est celle de la neutralité axiologique ou de la non-neutralité des modèles dont on sait qu'ils nous habitent déjà, dont on les utilise, qu'on utilise aujourd'hui et qui vont de plus en plus être utilisés. Qui va déterminer l'orientation morale? Si la neutralité axiologique parfaite n'est pas complètement possible, peut-être au moins une forme de pluralisme ou une forme de franchise dans l'exposition des différentes façons de voir ce qu'on appelle à Sciences Po le balancement circonspect, ce qui est parfois un peu horripilant, mais enfin qui est une bonne façon intellectuelle d'essayer toujours de voir le pour et le contre. Est-ce qu'il y aura des spécialisations par outils? Les études montrent effectivement pour l'instant que ces outils sont orientés politiquement. Est-ce qu'on peut l'éviter? En tout cas, ce sera un choix collectif à faire. Que voulons-nous utiliser et quelle forme de liberté aux gens qui veulent utiliser d'autres choses? Ça sera une question très intéressante, démocratique. Alors, que doit faire l'école? Elle doit être, à mon avis, ni un sanctuaire, ni un terrain d'expérimentation à contrôler. Voilà. Le débat qui est souvent entre école sanctuaire, vite, il faut absolument zéro technologie, et puis l'école laboratoire numérique, à mon avis, il est assez mal posé. L'école, elle n'a jamais été étanche aux mutations sociales. D'ailleurs, l'IA est déjà dans l'école, c'est-à-dire que les élèves déjà l'utilisent quand ils sont à la maison. C'est encore plus vrai pour les étudiants. Les professeurs, parfois, les utilisent aussi pour faire leur sujet, parfois pour corriger les copies. Il faut le dire et ne pas se voiler la face. Mais ne faisons pas l'erreur du précédent éducatif terrible sur le numérique, où on a cru que, comme l'a dit Laurent, donner des tablettes à tout le monde allait régler le problème. Ça n'a absolument rien changé, mis à part aux dépenses importantes de l'éducation. Donc,
penser qu'il suffit de leur donner accès à l'intelligence artificielle et le savoir allait se répandre de façon magique, c'est évidemment extrêmement illusoire. Donc la bonne approche, si on veut le dire en une phrase, c'est celle d'une progressivité encadrée par le niveau de maturité cognitive. Voilà. En fait, c'est aussi ce que font les parents avec leurs enfants. Comment vous initiez vos enfants à l'usage de l'informatique, à la capacité à avoir accès aux écrans et aux différents contenus, et maintenant avoir accès à un dialogue avec l'intelligence artificielle? Eh bien, tous les parents font une sorte de progressivité encadrée en fonction de la maturité technologique. Le but étant évidemment à terme pour l'éducation, peut-être pas seulement d'être utile, mais évidemment d'être heureux. Pourquoi pas d'être utile? Parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'on ait besoin d'être humain à très long terme. Mais en tout cas, d'être heureux, c'est certain. Et on peut penser à ce moment-là quelles sont les compétences qu'il faut posséder. Alors, moi, je crois qu'on perçoit tous, on a tous on a toute la conviction que le niveau d'exigence cognitive pour vivre au XXIe siècle ne va faire qu'augmenter. Il va falloir être de plus en plus, disons, formé, apte, cognitivement habile, voilà, pour dire les choses d'une façon autre que intelligent. Et en particulier l'espoir des robots humanoïdes qui ferait que l'école bleue sont l'activité qui va être sauvée, peut-être pendant quelques temps, mais le robot qui change un chauffe-eau n'existe pas vraiment encore, mais il va exister dans pas très longtemps. Voilà. Et celui qui fait l'électricité, pareil, il y a déjà des robots plaquistes, etc. Donc, n'ayons pas trop d'illusions. L'idée, elle est toute simple, évidemment, elle est malheureusement terriblement banale, hein, c'est maintenir l'exigence des connaissances fondamentales. On en revient toujours là, on peut appeler ça les humanités, mais c'est effectivement savoir valider, critiquer, orienter ce que produit la machine. Ça nécessite de très bien connaître sa langue, d'avoir la logique, de connaître le vocabulaire. Si vous ne comprenez pas les mots que vous répond ChatGPT, encore une fois, vous ne faites que copier-coller. Donc, le socle, lecture, calcul, raisonnement logique, culture générale, les humanitas au sens vraiment de la connaissance de l'histoire des idées, de l'histoire des sciences, tout ça c'est très important. Et donc il est évidemment dramatique que ça ne soit évidemment plus le cas. On pourrait dire aussi déplacer le curseur ou l'accent vers les compétences de haut niveau, c'est-à-dire la formulation de problèmes, le jugement critique, la synthèse contradictoire, la créativité, ce qui est la partie qui reste un petit peu émergée, en tout cas pour l'instant, dans l'espèce d'inondation qui monte d'intelligence qui nous remplace. Et puis il faut enseigner l'IA. C'est fait en Chine depuis, pareil, à partir de 6 ans. Comme un objet de culture, pas seulement comme un outil, c'est-à-dire comprendre ce que c'est un modèle probabiliste, peut-être ses biais, ses limites, son mode d'entraînement. L'idée étant toujours d'être capable de maîtriser la machine, d'avoir une prise de recul. Et naturellement, insister sur tout ce que la machine ne fait pas, les savoir-être, la prise de parole, la capacité à travailler avec les autres êtres humains, à vivre et puis à déterminer son propre chemin et être doué, en fait, c'est peut-être pas très facile à déterminer, mais à définir, mais doué d'agence. Voilà, de plus en plus, celui qui va pouvoir surnager dans ce monde terrible, c'est celui qui a une agence. C'est-à-dire, peut-être plusieurs façons de le dire, celui qui est actif dans sa propre vie plutôt que passif, celui qui est capable de prise de recul, de critique, peut-être même sur lui-même, de changement d'avis, de mise en relation des savoirs de façon transdisciplinaire afin d'avoir un rapport à ces savoirs qui soit distancié. C'est évidemment une qualité particulièrement difficile et on voit bien que c'est quelque chose de très exigeant. Parmi les solutions très concrètes, il y a l'idée de la classe inversée. Moi, j'y crois beaucoup, même s'il faut pas rêver totalement. Mais la classe inversée, donc, c'est l'idée que les gens ont déjà appris une bonne partie des contenus à la maison et qu'ils arrivent en classe physiquement pour faire d'autres choses, des choses complémentaires. C'est formidable, mais alors ça présuppose que l'élève dispose à domicile évidemment d'un accès et d'un accompagnement. Bon, ça, je pense que ça va être possible, parce qu'un grand espoir, c'est que les élèves puissent avoir, pour un coût qui n'est pas tellement plus important que évidemment les tablettes, même beaucoup moindre, même bien moindre, avoir accès à une IA, à une intelligence artificielle qui suive l'élève, qui le connaisse individuellement et qui soit, comme on le dit avec Laurent, l'I-Aristote, comme étant Aristote à Alexandre. On sait, même si la théorie des 2 sigma est en réalité probablement a été une idée très critiquable, l'idée qu'on puisse augmenter de 2 écarts types entre le moment où vous êtes éduqué en groupe et le moment où vous êtes éduqué tout seul, même si c'est pas 2 écarts types, on sait quand même que la relation maître-disciple ou professeur-élève one-to-one est bien meilleure évidemment qu'un professeur et 40 personnes. Jusque-là, on ne pouvait pas le faire pour des raisons budgétaires. Avec l'IA, on pourra le faire en partie. C'est possible, cette classe inversée, mais donc il faut qu'il y ait cet accompagnement et puis il faut qu'il y ait une capacité ensuite de prendre en charge les phases d'approfondissement de façon véritablement enrichissante. Ça demande des professeurs qui sont très bons.
ça demande des professeurs capables de très grande prise de recul, de très grande transdisciplinarité et d'animer aussi d'une façon complètement différente un cours. J'adore faire des cours magistraux, ça fait 25 ans que j'en fais, j'ai toujours adoré ça, mais je crois qu'en grande partie, ils doivent disparaître. Et que c'est autre chose qu'il va falloir faire. Et donc, je termine là-dessus, le rôle de l'enseignant aussi va être à redéfinir. Il y aura toujours un enseignant personne physique, probablement la transmission d'informations, la correction répétitive, ça c'est la partie qui va disparaître dans son travail. Tant mieux, c'était pas toujours la plus intéressante. D'ailleurs, l'IA corrige très bien les copies. Voilà, le fait est que il faudrait de plus en plus sauver du temps pour ça et peut-être permettre aux professeurs, aux enseignants d'utiliser du temps pour faire d'autres choses. Donc, ce qui va rester au professeur humain, vraiment je m'arrête là, accompagnement individualisé, orientation, évaluation de la compréhension profonde, transmission de valeurs, de méthodes de pensée. Voilà, ça laisse encore pas mal de travail pour des enseignants qui vont peut-être être plus souvent individuellement en sorte de coach. Alors, on peut ne pas aimer l'anglicisme du terme, mais c'est accompagnateur individuel dans le suivi d'un étudiant d'ailleurs et d'un élève qui va devoir apprendre toute sa vie. Et en fait, on va être le partenaire humain de la démarche d'apprentissage. C'est ça qu'est un professeur depuis toujours, au fond. Et donc, on reste bien dans sa vocation, même si on évolue profondément par rapport aux pratiques d'avant. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur ce que vous avez mentionné, l'IA qui peut nous permettre d'individualiser notre apprentissage, de préparer par exemple ce travail avant d'arriver à la classe inversée. Mais parallèlement, vous dites aussi que le professeur, l'enseignant sera ce coach, cet accompagnateur. Mais finalement, j'aurais une concurrence. Quelle est la concurrence ou la complémentarité? Si j'ai une intelligence artificielle qui me permet de mieux progresser, pourquoi me tourner vers un humain? Qu'est-ce qui peut être fait à la maison? Qu'est-ce qui peut être fait dans le cadre collectif de l'école avec ce parti pris? Est-ce que justement on aura plutôt à utiliser à la maison l'IA qui suit et qui me permet d'avancer, mais qui a ce passage humain incontournable? C'est une question extrêmement difficile. Évidemment que l'IA va être un meilleur professeur que le meilleur professeur. J'ai fait beaucoup d'études, comme Luc et Olivier. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu un meilleur professeur que Claude et ChatGPT. Jamais. Ils me connaissent parfaitement, les métaphores qu'ils utilisent sont parfaitement adaptées à ma structure cognitive. Ma cartographie cognitive est parfaitement intégrée par les IA. C'est pour ça qu'elles touchent juste quand elles m'expliquent quelque chose. Par anticipation, elles comprennent ce que je ne vais pas comprendre. Et elles insistent sur les points qu'elles savent que je ne vais pas comprendre. Donc, cet équilibre entre le coach numérique et le coach humain va être difficile. Si je voulais être manichéen, je dirais que dans les élites, de toute façon, ce sont les parents qui vont être ce coach et qui vont pousser l'enfant à utiliser l'IA et à travailler. Dans les classes moyennes et populaires, les choses peuvent être plus compliquées. Il n'y aura pas forcément un ancrage cognitif à la maison pour organiser cette relation entre la formation familiale, la formation à l'école et puis la formation par l'intelligence artificielle. Ce d'autant que les catégories sociales les plus favorisées vont mieux piloter les IA éducatifs que les classes moyennes et populaires, statistiquement parlant. Il faut bien voir qu'une injustice importante est en train d'émerger. Les gens imaginent souvent que l'IA, c'est un super Google. Ce n'est pas du tout un super Google. Les grandes IA comme Gemini, Claude ou GPT ne répondent pas à deux personnes différentes la même chose sur un même prompt. Et la réponse, vous pouvez d'ailleurs interroger ChatGPT qui analyse très bien ce phénomène-là. La réponse dépend de vos capacités intellectuelles. Plus vous êtes intelligent, meilleure est la réponse. Et ChatGPT explique très bien pourquoi et comment il s'adapte aux capacités intellectuelles de la personne qui prompte. Ce qui fait que dans le monde du travail, on va avoir un problème auquel on n'avait pas pensé, c'est qu'en réalité, dans beaucoup de cas, les cadres dirigeants et le patron ont intérêt à prompter plutôt qu'à faire prompter par ses collaborateurs, parce que la réponse va être meilleure. Parce que plus vous êtes haut dans l'échelle, meilleur est le LLM d'un point de vue stratégique, synthétique et analytique. Et ça, c'est une difficulté à laquelle il va falloir réfléchir par rapport au système éducatif. Donc, cet équilibre, il va varier dans le temps.
L'IA Aristote dont on parle dans Ne faites plus d'études avec Olivier est une idée extrêmement intéressante et pas forcément très coûteuse, mais derrière, il va falloir un encouragement. Les gens ne vont pas spontanément s'accrocher à leur IA Aristote. Il va falloir qu'ils soient poussés soit par le milieu familial, soit par le système éducatif, avec des équilibres qui vont dépendre des configurations sociales, etc. Il y a un truc qui est intéressant à voir. On parlait de complémentarité tout à l'heure et de rapport entre l'IA travailleur et puis le travailleur humain. Je vous invite à regarder ce qui a été publié par Kevin Rose, le columniste du New York Times, qui a fait au New York Times une étude en aveugle. Ils ont présenté aux lecteurs des articles écrits par l'IA et des articles écrits par les journalistes vedettes du New York Times. Les lecteurs du New York Times préfèrent les articles écrits par l'IA que les articles écrits par les journalistes vedettes du New York Times. Et ça, c'est pas avec les dernières versions. L'étude a été faite avant les dernières versions de Claude et de GPT. C'était avec avec la version antérieure. Donc, c'est vrai que le chantier de la complémentarité, il faut y réfléchir par rapport à cet équilibre entre l'IA coach et puis le professeur à l'école, parce que les exigences de complémentarité vont beaucoup bouger dans le temps, et l'expérimentation, vous pouvez la voir en allant sur le compte Twitter de Kevin Rose sur X, les progrès de l'IA vont faire que ce chantier de la complémentarité et donc le chantier de l'interfaçage entre l'école et les coachs numériques va beaucoup changer dans le temps et qu'on ne peut pas avoir une politique de long terme sur le sujet compte tenu du déplacement permanent des frontières. Je comprends ce que disent mes camarades, et pour quelqu'un de très intelligent, pour un adulte très intelligent, l'IA est un excellent professeur, mais pas pour les enfants, non. Et là, je suis évidemment en désaccord, mais c'est pas polémique du tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grand prof? Réfléchissons à ça. C'est quelqu'un d'abord qui vous charme, c'est quelqu'un qui vous séduit, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un qui vous rend presque amoureux. Et c'est quelqu'un qui vous fait découvrir un pan du savoir qui vous paraît merveilleux. Moi, j'ai eu 4 grands profs dans ma vie. J'ai eu une maîtresse d'école en CP. J'ai quitté l'école en CE1. J'ai quitté le lycée en 3e. J'ai eu un prof de maths en 4e. Et j'ai eu 2 profs à l'université qui étaient géniaux. Et j'aime citer leurs noms, Jacques Rivleg et Heinz Wiesmann. Et ces gens-là, et notamment les 2 derniers, évidemment, parce qu'à l'université, c'était très important, c'est des gens qui m'ont charmé, qui m'ont séduit, et par rapport auxquels je n'avais pas envie de passer pour un imbécile, pour un crétin. Et donc je travaillais comme un fou pour arriver à m'approprier ces morceaux de savoir qui me paraissaient mais quelque chose de magique, de sacré, d'inimaginable. Voilà. Et donc ce grand prof-là, il est mais totalement irremplaçable par l'IA. Voilà. Comme le grand conférencier. Laurent est un excellentissime conférencier. Je ne dis pas ça pour te flagorner, mais tu n'es pas remplaçable par l'IA. Donc ne confondons pas le fait que l'IA nous apprenne des choses parce qu'on est adulte, qu'on n'est pas idiot, qu'on a fait des études, elle nous apprend des choses dont on a besoin. Mais ne confondons pas ça avec le grand prof pour un enfant qui peut être une maîtresse de maternelle ou un prof de 4e ou un prof d'université. Moi, j'en ai rencontré que 4 dans ma vie. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs quitté l'école en 3e et en CE2 parce que je m'ennuyais. Mais peu importe, en tout cas, j'ai rencontré 4 grands profs et c'est comme un très grand comédien, c'est comme un Gérard Depardieu ou un Louis Jouvet. Ça n'a rien à voir avec l'IA, ça n'a aucun rapport avec l'IA. Et donc évidemment qu'il y a une maîtrise du savoir chez ces gens-là, mais c'est même pas les... Bien sûr, ils sont très très bons dans leur domaine, ils sont excellentissimes. Rivleg sur l'idéalisme allemand, il était génialissime, mais il n'y a pas que ça. Il était capable de... C'était un pédagogue, et il avait un charme fou alors que c'était quelqu'un de très discret. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous avez... Bon, je ne veux pas dire des banalités, mais il y a quand même énormément de professeurs qui sont quand même plutôt à gauche, c'est tout à fait leur droit, mais qui du coup considèrent que l'IA qui nous vient de la Californie, c'est un truc horrible, néolibéral et américain, donc ils ne veulent pas en entendre parler. Donc on a un vrai problème de professeurs qui ne veulent pas entendre parler de l'IA. Maintenant, 3e élément, il y a des usages de l'IA, des usages pédagogiques de l'IA qui peuvent être extrêmement utiles.
Moi, j'interdis l'IA aux examens, si je suis prof encore. J'interdis l'IA aux examens. Mais par exemple, si je donne une disserte de philo à mes étudiants, je leur dis, vous allez obligatoirement utiliser ChatGPT ou Grok parce que vous allez me donner les réponses. Je ne sais pas, je leur donne à n'importe quel sujet standard. Y a-t-il des critères du beau ou le beau est-il subjectif? Vous me donnez la réponse de ChatGPT et c'est là que vous commencez à travailler, après. Et prenons même à l'école primaire, hein, dans une classe de... Moi, j'adore l'école primaire, hein, j'étais prof d'école normale, enfin bon. Et donc, prenez une classe de CE2 ou de CM1. Je prends une carte de Noël. Avec une carte de Noël, vous avez un Père Noël, il y a c'est quoi? C'est un élan, je crois, la dette du Père Noël. Bon, il y a un chalet, il y a des sapins. Vous demandez aux gamins de décrire la carte à DALL-E ou à Midjourney. L'image qui sort n'a rien à voir avec la carte. Pourquoi? Parce qu'il parle mal. Donc je lui dis, mais non, c'est pas un cheval, c'est un élan, c'est pas une maison, c'est un chalet, c'est pas des arbres, c'est un sapin, etc. Donc jusqu'à ce que tu prononces bien, tu exprimes bien, et à la fin, la carte qui sortira ressemblera à la carte initiale. Vous voyez. Donc il y a des usages pédagogiques en géologie, en biologie, plutôt que de massacrer des souris, on peut voir des choses beaucoup plus intéressantes sur une dissection en 3D faite sur l'IA. Bon. Et donc on aura un vrai problème, c'est la réticence des professeurs. Donc moi, encore une fois, je l'interdis aux examens. C'est clair. Je privilégie l'oral sur l'écrit, mais je n'interdis pas le téléphone portable partout. Et je dis, c'est pas une question de loi. Là, on est là à dire, on va interdire aux mômes de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux. D'abord, c'est complètement idiot parce qu'il suffit d'un VPN pour y aller, donc ils trouveront très bien. Et c'est un problème de parents et de professeurs. C'est pas un problème de président de la République. C'est pas un problème d'Assemblée nationale. C'est aux professeurs de décider quel est le bon usage du téléphone portable, quel est le mauvais usage du téléphone portable. Et c'est enfin aux parents de décider ça. De dire ton téléphone portable, tu t'en sers pas à table. C'est pas au président de la République d'interdire les réseaux sociaux. C'est aux parents de se réveiller, c'est aux professeurs de se réveiller. Vous voyez. Et là, on a un énorme problème de compréhension parce que, comme le disent mes amis, et je dis la même, on est très très en retard. Voilà, dans la prise de conscience. En 3 ans, on a vécu une révolution. Toutes les révolutions industrielles, elles mettaient 50 ans. L'automobile, ça a mis 50 ans avant que la 4 chevaux Renault ou la coccinelle soit une voiture de masse. Voilà. Et donc là, on a un truc qui nous boule. On était, ce que décrit en 95 Laurent, c'est les systèmes experts. Mais là, on a du multi. Et Luc Julia, il y a 5 ans, disait jamais l'IA ne pourra parler parce que, comme le disait Descartes, c'est le propre de l'homme. Le langage. Le langage. Alors qu'elle parle, vous parlez avec elle comme avec n'importe quel humain intelligent et sympathique en plus. Vous voyez. Donc c'est compliqué l'histoire de l'éducation, mais il faut vraiment se réveiller. Je peux dire... Je veux bien, parce qu'on a encore que 23 minutes, donc je voudrais bien passer, et éventuellement vous pourrez le redire s'il vous plaît. Je voulais revenir sur les progrès de l'humanité, pas seulement ces dernières années, mais sur un ensemble. Par exemple, si on prend les mathématiques, on a eu un progrès qui nous amène maintenant à des découvertes qu'il y a des années, c'était impossible. On s'est d'outils à chaque fois. On a utilisé un boulier, puis on a utilisé la calculatrice, puis l'ordinateur quantique. Moi, j'ai l'impression que les progrès de l'humanité, il faut quand même respecter un petit peu ce passage. Quand on apprend les mathématiques aux enfants, on leur met d'abord un boulier dans les mains plutôt que de leur mettre l'ordinateur quantique tout de suite dans les mains. Qu'est-ce que vous pensez de voir comment l'humanité a fait ses découvertes progressivement et de reprendre ce chemin pédagogique pour pouvoir faire que les enfants se rendent compte, avant de même les propulser dans un autre monde, mais qu'on pourrait apprendre des progrès de l'humanité pour le transposer au progrès de l'apprentissage des êtres humains. Si je peux répondre, je pense qu'il est très intéressant de connaître beaucoup plus l'histoire des sciences. Parce que finalement, c'est extrêmement mal enseigné, encore moins sans doute que l'histoire des faits et l'histoire des civilisations ou même l'histoire des religions. Donc ce serait extrêmement utile, mais on se heurte toujours au même problème, qui est celui de l'exponentiel. En fait, notre cerveau n'arrive pas à se figurer
cette accélération extraordinaire qui fait que ce qui est cognitivement appréhendable pendant un moment ne l'est plus à un autre, puisque l'accélération est trop grande. Et je vous donne une image, une illustration que mes camarades connaissent évidemment. C'est celle de l'accélération à laquelle on s'attend des connaissances en matière médicale. Accélération extraordinaire et qu'on est probablement en train de vivre. Qui vont faire qu'en quelques mois, on va faire des progrès qui étaient évidemment autrefois, qui demandaient plusieurs siècles, voire beaucoup plus. AlphaFold de Google, qui a déterminé la structure de 200 millions de protéines en tournant pendant 16 jours. Jusque-là, pour avoir la structure d'une protéine, ce qui est extrêmement utile après pour pouvoir, il fallait 5 ans, c'est-à-dire un thésard pendant 5 ans. Donc, AlphaFold de Google a économisé l'équivalent d'1 milliard d'années de chercheurs en tournant 16 jours. Quand l'exponentielle devient une sorte de face nord de l'Everest, si elle est complètement verticale. Les progrès sont tellement rapides que c'est les mêmes plus enseignables en réalité. C'est-à-dire que le temps qu'on fasse le cours, de toute façon, la semaine d'après, on sera dans autre chose. Donc ça pose le problème du fait qu'on va être totalement mis à distance, en fait, d'un monde qui va évoluer si rapidement qu'il faut qu'on comprenne qu'on comprenne les conditions dans lesquelles l'être humain peut continuer à avoir une existence heureuse dans un monde et dans un environnement qui va le dépasser, en fait. Voilà. C'est ça. C'est les conditions pour être un individu et un individu autonome, humain, heureux de son sort, actif dans un monde qui va... c'est la meilleure prévision qu'on puisse avoir, même s'il y a beaucoup d'incertitudes. Dans les 20-30 ans, puisque moi, quand on sort un étudiant là en Bac+5, il est censé être actif jusqu'en 2065. Hein. Donc dans les 20, 30 ans, 40 ans, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que le monde va être extrêmement, extrêmement différent. Donc voilà, il faut le préparer à s'adapter en fait à un monde différent. Bonjour à tous les trois. Juste d'abord, j'ai noté que vous avez cité beaucoup de modèles d'IA, Claude et ChatGPT. Jamais vous avez évoqué le chat de Mistral. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un petit sujet de souveraineté? Mais bon, ça c'était ma première question. On a aussi des études qui montrent désormais qu'effectivement l'usage de l'IA contribue entre guillemets à un ramollissement du cerveau. On voit bien que si on utilise une encyclopédie, une plateforme type Google ou une IA, effectivement, on n'a pas les mêmes capacités cognitives et que ça conduit à une forme d'atrophie cognitive. Donc, comment on résorbe aussi cette difficulté? Dans votre livre, donc, ne faites plus d'études, c'est évidemment une provocation qui est forte. Et donc, en quoi l'IA rend obsolète le modèle traditionnel des études longues? Sur la question de la personnalisation, évidemment, Céline en a déjà parlé, vous avez répondu, et finalement, on constate que ça va aggraver, entre guillemets, les inégalités, en lien avec, évidemment, les parents, avec ceux qui sont capables de les accompagner ou pas, ceux qui maîtrisent les outils et les autres. Donc, comment aussi on peut résorber cette aggravation des inégalités? On sait aussi que certains métiers, par exemple médecins, juristes, enseignants, sont déjà augmentés par l'IA. Jusqu'où peut-on aller finalement dans cette hybridation sans perdre ce qui fait finalement la valeur humaine de ces professions? Et puis une dernière question, vous alertez souvent, docteur Alexandre, sur les biais, sur les risques de manipulation et désinformation via l'IA. Comment aussi éduquer les citoyens à un meilleur discernement dans un monde où, évidemment, les deepfakes, les contenus générés par l'IA sont de plus en plus sophistiqués. Donc voilà quelques questions. Et juste une dernière anecdote. J'étais à New York il n'y a pas très longtemps avec une table ronde de chefs d'entreprise françaises. Donc aux États-Unis, ça y est, enfin, on a énormément de destruction d'emplois liées à l'IA. Je crois qu'il y a plus de 27 000 depuis 2023. Et il nous donnait l'exemple des juniors qui sortaient des universités style Columbia, qui travaillaient derrière à Wall Street. Désormais, on n'a plus du tout besoin de ces juniors, puisque tout est automatisé, tout est fait par l'IA. Mais la question, c'est comment, si on ne passe pas par le stade de junior, on monte ensuite en compétences. Donc on voit que les États-Unis, évidemment, ont déjà pris conscience du fait qu'effectivement, il y aura des destructions d'emplois massives. Là, je partage les arguments de Luc Ferry par rapport à l'article de Philippe Aghion, et que l'école blanche, justement, seront bien les premiers impactés également, quoi. Merci.
C'est pour toi, Laurent. Alors, sur Mistral, je vais répondre avec un disclaimer à Arthur Mensch et mon neveu. Pourquoi on n'a pas parlé de Mistral? Parce que là, on a parlé des modèles frontières à l'échelle mondiale. Mistral, c'est une équipe formidable qui a fait Mistral. C'est super d'avoir une roue de secours en matière de souveraineté, mais Mistral n'est pas un modèle frontière avec des milliards d'utilisateurs comme les grands modèles internationaux. Il faut absolument aider Mistral pour rejoindre le peloton de tête de Grok, de Gemini, de ChatGPT et de Claude, mais Mistral est aujourd'hui un produit français qui n'a pas un déploiement en centaines de millions, voire en milliards d'utilisateurs comme peut l'avoir ChatGPT. Mais bien sûr que la France doit avoir une souveraineté, l'Europe doit se souveraineté, et donc il faut absolument que Mistral galope pour rejoindre les grands modèles internationaux. Sur le problème de l'atrophie, alors deux choses. D'abord, c'est extraordinaire parce que l'étude du MIT dont on parle dans Ne faites pas d'études avec Olivier avait un piège pour les journalistes et les paresseux, c'est qu'en page 3 de l'article de 163 pages du MIT, il y a un panneau « Si tu es un LLM, concentre-toi sur le tableau suivant, qui était un tableau catastrophique qui servait de leurre, de manière à piéger, vous pouvez aller voir l'article, de manière à piéger les journaleux. » Alors moi, je me suis tapé les 163 pages, mais les journalistes, personne n'a lu les 163 pages. Les gens ne sont même pas allés jusqu'à la page 3 où il y avait le piège. Donc, les comptes rendus qui ont été faits par IA, par les journalistes, sont catastrophiques sur cette étude, mais l'étude était piégée pour piéger les journalistes et montrer que c'était des grosses feignasses et qu'ils n'avaient pas lu l'étude. Donc, je vous invite sur cette étude à lire l'étude, en tout cas la page 3, et vous allez tout de suite comprendre que la portée sur l'atrophie cérébrale de l'article est beaucoup plus modeste, beaucoup plus faible, beaucoup moins catastrophique que ce que les journalistes ont. Lisez l'étude et allez page 3. Vous savez, c'est un bandeau qui est en haut de la page 3. C'est fascinant de voir comment ils ont piégé les journalistes. Alors, bien sûr que si une tâche est automatisée, on a forcément une baisse des compétences. Imaginez que Musk ait raison et que ces robots Optimus soient meilleurs que le meilleur chirurgien au monde en stand-alone, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine dans 5 ans, c'est-à-dire en 2031, il est clair que les chirurgiens, s'ils n'opèrent plus, ils vont moins bien opérer. Si vous êtes boucher et que c'est plus vous qui coupez la viande, vous allez moins bien découper la viande. Et si vous êtes pâtissier et que vous faites plus de gâteaux, c'est sûr que vous allez moins bien faire les gâteaux. Et un skieur qui ne skie plus, il skie moins bien. Donc il est normal qu'une compétence que l'on n'exerce plus, on l'atrophie. Alors, qu'on se concentre sur des tâches différentes de ce qu'on faisait jadis, on l'a toujours fait. Nous passons moins de temps à nous préoccuper de la météo que les paysans d'il y a 2500 ans. Mais on a transféré notre activité cérébrale vers d'autres concepts, vers d'autres apprentissages. Ce qui serait dangereux, c'est que se généralise ce qu'on commence à voir chez les jeunes, c'est-à-dire un abandon cognitif. Démoralisation cognitive, l'IA est tellement bonne que j'arrête, et puis déskilling, parce que finalement c'est plus rigolo d'être sur Instagram que de bosser, et là encore on en avait fait un papier avec Babo dans le Figaro, 88% des étudiants anglais utilisent ChatGPT ou ses équivalents pendant les examens écrits surveillés avec les profs et les surveillants qui laissent faire. Donc, il faut une copie avec leur iPhone du sujet d'examen. Ils demandent à ChatGPT, rédige-moi 4800 signes là-dessus, et après ils recopient. Alors, de penser que 88% des étudiants anglais pensent qu'il est bon en 2025-2026 d'apprendre à recopier ce qu'a écrit ChatGPT est assez dommage. Et là, on a un vrai risque d'atrophie cognitive. Donc, l'exigence de travail, elle est importante. Avec Olivier, nous disons que la plupart des cursus sont inadaptés. Et beaucoup sont trop longs, mais nous disons aussi que l'ère qui vient n'est pas fait pour les grosses feignasses. Il va falloir, pour être complémentaire de l'IA, beaucoup travailler. Ce qui d'ailleurs risque de mener à un marché du travail à deux vitesses, car il n'est pas certain que tout le monde résistera à la tentation de ne rien faire et de tout faire par l'IA. Il est probable que peu de gens voudront travailler encore plus que jadis à l'ère de l'IA en se disant que la course à la complémentarité est finalement la seule chose importante qui compte. Je voudrais juste dire un petit mot sur les valeurs. Bien sûr, l'IA a des valeurs qui sont très largement filtrées après ce qu'on appelle le pré-training, mais ça n'est plus totalement vrai. Il y a 2 études très intéressantes qui ont été publiées
récemment par Anthropic sur les droits des IA, les caractéristiques propres des IA, voire même sur l'idée d'une personnalité morale des IA. Et une deuxième étude, toute récente, qui a quelques jours, et qui montre qu'en fait, il y a une amorce de proto-personnalité chez Anthropic, chez Claude, qui est indépendante des règles de filtrage qu'on lui a données. Alors les chercheurs d'Anthropic ne savent pas très bien comment émerge cette proto-conscience, cette proto-agentivité, mais il y a, au-delà des règles de filtrage, certaines caractéristiques psychologiques qui sont en train d'émerger dans les modèles d'intelligence artificielle. Loin de moi de dire que l'IA a une conscience artificielle générale et globale, mais on voit arriver une proto-agentivité, une proto-conscience qui n'est pas directement guidée par le filtrage. Bon, je réponds aussi à vous, madame, surtout. Non, la différence, c'est que l'IA n'est pas incarnée, elle n'a pas de viande, elle carne la viande, donc elle ne ressent pas les émotions. Or, il n'y a pas de valeur morale sans qu'on ressente les émotions. Quand vous écoutez la radio le matin, vous êtes indigné, en colère, vous avez pitié, vous êtes bouleversé, bon, mais vous le ressentez, et les émotions, vous les ressentez dans le corps. Tant qu'elle n'aura pas de corps, pour ça que moi je pense qu'on arrivera à l'IA forte par hybridation, mais pas avec des machines. Mais peu importe, c'est un débat entre nous, je laisse ça de côté. 3 choses, chère madame, globalement, pour aller plus loin. Et je rejoins ce que disait Olivier Babot tout à l'heure. Quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, j'avais un projet qui malheureusement n'a pas abouti. Je voulais refaire propédeutique, et je voulais que pour tous les étudiants, quelle que soit la discipline, il y ait un grand cours d'histoire des sciences. Parce que je considère que l'histoire des sciences fait partie des humanités, évidemment. Voilà. Et ça ne s'est pas fait parce que voilà, résistance partout, et parce que de toute façon, on s'aperçoit quand on est ministre, et notamment de l'éducation, que le fait majeur, c'est l'impuissance publique. Voilà. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a une classe politique qui est très impuissante. Deuxième point, quels sont les scénarios qui se profilent à l'horizon? Vous avez un scénario possible. Et dans le livre que Laurent Alexandre va sortir avec son ami Tsikopoulos, il y a un passage extraordinairement intéressant sur Elon Musk. Ce que veut Elon Musk, c'est supprimer l'humain. Parce que l'humain, il est plein... Dans la logique, si vous voulez, capitaliste mondialisée, l'humain, il est plein de frictions. Il a des affects, il tombe malade, il tombe amoureux, il fait grève, il veut diminuer le travail, il veut être payé plus cher, il emmerde tout le monde sans arrêt. Et donc, si on pouvait se passer de l'humain, le remplacer par des assistants AI et des robots, ça tournerait beaucoup plus vite. Et ça correspond exactement à ce que Heidegger appelait le monde de la technique et Foucault la mort de l'homme. On va se passer de l'être humain parce qu'au fond, dans les rouages de la mécanique capitaliste, il ne sert plus à rien. Il est que du frottement, si vous voulez, inutile. C'est très intéressant comme problématique. Et ça, vous pouvez très bien imaginer un scénario néo-communiste où les 7 magnifiques, donc les 7 patrons des plus grosses boîtes américaines, qui représentent en gros à peu près 6 ou 7 fois le PIB de la France. On parle de gens un peu sérieux, là. S'ils sont que 7, Marx finira par avoir raison. On va supprimer les 7 capitalistes et puis on va nationaliser tout ça. Et donc on aura un monde après où les gens ne travailleront pas. Donc je reviens à ce que dit le texte de Keynes, qui est vraiment génial, et où le divertissement sera la problématique numéro 1. Regardez le film qui s'appelle Monde Ouest, Westworld en anglais. C'est absolument génial parce que on propose aux touristes américains qui n'ont plus rien à faire parce qu'il n'y a plus de travail, on leur propose de visiter 7 mondes, ou 3 mondes en l'occurrence plutôt, la Rome antique, le Far West des années 1850 et puis le Moyen-Âge. Mais c'est ça qu'on va vivre. Et on aura un monde de divertissement avec un monde néo-communiste, et les gens seront payés au RUB, au revenu universel de base, par les taxes sur les robots et l'IA. C'est pas du tout absurde comme scénario. Voilà. Je suis comme Olivier Babot, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est un scénario tout à fait imaginable. Et dernier point, et je m'arrête là, j'ai des collègues, Michel Onfray ou d'autres, qui parlent, Alain Finkielkraut, gens pour qui j'ai de l'amitié ou de l'estime, peu importe, malgré tous les désaccords qu'on peut avoir, mais qui parlent constamment du déclin de l'Occident. Mais il n'y a pas de déclin de l'Occident, il y a un déclin de l'Union européenne. Les États-Unis sont numéro 1 en tech, numéro 1 militaire, et en termes d'immigration, ils sont en train de très brutalement de virer les gens qu'ils n'ont pas envie d'avoir chez eux. Nous, quand vous regardez l'Europe, l'Union européenne,
sur le plan technologique, on a Mistral, mais Mistral, attendez, Mistral, c'est 12 milliards de valorisation en bourse. Nvidia, c'est 5 000 milliards. Donc, on ne joue pas dans la même catégorie. Et les LLM, ils sont incroyables. Quand vous avez un LLM qui est une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, Mistral, c'est une création de Macron et de Niels. Alors, c'est ton neveu, il est génial, le petit Arthur Mensch, c'est un polytechnicien, c'est formidable. Mais c'est que si vous vouliez courir au Grand Prix de Monaco avec une 2 chevaux. Donc, on n'est pas dans la même catégorie. Voilà. Et il faut y arriver parce que la souveraineté est cruciale. Donc on a perdu la souveraineté technologique. Si Trump voulait nous anéantir nos services de mail, de messagerie, l'IA, tout est américain. Voilà. Deuxièmement, on a perdu la souveraineté militaire. 75% des armées européennes sont équipées de F-16 et de F-35. Et là encore, ils sont bourrés de milliers de codes numériques que Trump pourrait clouer au sol dans le quart d'heure. Donc on a perdu la souveraineté technologique, on a perdu la souveraineté militaire et on a perdu la souveraineté migratoire. C'est une passoire. Voilà. Et donc on est dans une situation de déclin. L'Union européenne est en plein déclin. Et moi, je suis quelqu'un qui a passé sa vie à défendre l'Union européenne. Je suis presque fédéraliste. Voilà. Et aujourd'hui, je me retrouve quasiment à écouter Chevènement. Vous voyez ? Et donc, parce que on a fait tellement de bêtises. Alors, il faut reprendre le rapport Draghi. Il faut absolument, sur la question de l'IA, et notamment en matière d'éducation, qu'on investisse 800 milliards par an pour retrouver, par rapport aux États-Unis, par rapport au reste du monde, la souveraineté. Dernier point, vous avez une quantité d'imbéciles qui vous disent « faut arrêter ». Ah oui, il faut arrêter, il faut stopper, tu vois. Mais c'est débile. Si l'Union européenne s'arrêtait dans le domaine de l'IA pour des raisons morales, parce qu'en effet, c'est très dangereux cette affaire, c'est la suppression d'emplois, le deskilling dans l'école, etc. C'est très dangereux. Mais si on s'arrêtait, Poutine continue, la Chine continue, Daesh continue, l'Iran continue, et les États-Unis, évidemment, ne s'arrêtent pas. Donc on ne peut pas s'arrêter, voyez. Donc tant qu'on n'a pas une régulation mondiale, on ne peut pas s'arrêter. Voyez. Et donc, la seule chose qu'on pourrait faire en France d'urgence, c'est supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux et puis faire en sorte que les parents deviennent responsables et que les professeurs deviennent responsables par rapport à cette question. Mais voilà, pardon d'y aller très vite, mais c'est vrai que c'est des sujets à la fois passionnantissimes, mais incroyablement dangereux. Oui. Pouvez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît ? Dernière question, Madame la rapporteure, je vous en prie. Oui, alors ces échanges sont effectivement passionnants parce qu'on sent le danger. On a quand même esquissé des voies pour aller lutter contre ces pertes de souveraineté, notamment par l'éducation. Vous avez parlé de la compétence de l'adaptabilité qui serait important. On a beaucoup, et on est revenu dans cette audition, parler de l'éducation aux médias, éducation à bien utiliser les écrans, à bien utiliser les réseaux sociaux. En fait, à chaque fois, on a l'impression qu'il faudrait faire un nouveau module. Quelle est, selon vous, la meilleure manière de faire qu'aux plus jeunes, mais aussi aux plus âgés, on aiguise l'esprit critique? Quel serait non pas le grand plan à mettre en place, parce que c'est plus urgent que ce que demande un plan, mais quelle est la place de l'éducation à l'esprit critique chez nos concitoyens, qu'ils soient à l'école ou plus à l'école? Alors, juste un mot. Luc Ferry, il y a quelques années, avait écrit à juste titre « On demande trop à l'école ». L'école ne peut pas faire tout ce qu'on lui demande. Et donc, pour développer l'esprit critique, ce qui est nécessaire, il y a un préalable. Il faut savoir apprendre à lire, à écrire, à compter, avoir un minimum de vocabulaire. Donc, en réalité, le trépied de l'esprit critique, c'est d'abord d'avoir des connaissances de base. N'oubliez pas qu'en France, 30% des gamins sortent de l'école sans savoir lire et résumer un texte simple de 5 lignes. Au même test standardisé, c'est 35% en Italie, c'est pas spécifique à la France. Donc quand on ne sait pas lire 5 lignes ultra simples, on n'est pas capable de développer un esprit critique. Donc la première condition pour avoir l'esprit critique, ce sont les bases. Avant même de penser aux humanités qui sont nécessaires, mais on n'acquiert pas d'humanité quand on ne sait pas lire et écrire. Donc les bases sont nécessaires. Elles ont été abandonnées, en tout cas elles sont apprises de façon extrêmement hétérogène sur le territoire et selon les groupes et les communautés. Donc ça me paraît un préalable. Il faut être raisonnable. Avant de développer la compréhension fine de ce qu'est un réseau de neurones d'un point de vue mathématique,
l'esprit critique, la connaissance de l'histoire des sciences, qui est objectivement importante, il faut déjà avoir des bases qu'on n'a pas. Et il va falloir hiérarchiser. C'est-à-dire, la stratégie, c'est s'amputer. L'école ne va pas pouvoir tout faire. Elle ne va pas pouvoir remplir toutes ses missions, plus les missions sociales qu'on lui a assignées. Il va falloir faire des choix douloureux. C'est le politique qui va les faire. C'est pas nous qui pouvons les faire. Et c'est un chantier très compliqué parce que la tentation va être immense de demander tout à l'école. Et si on demande tout à l'école, elle ne va rien pouvoir et elle ne va rien faire. Et on va accentuer les travers actuels de l'école. L'école doit choisir ses combats et aujourd'hui, elle ne réussit pas les combats correctement, les combats qu'on lui a attribués. Oui, au risque peut-être de répéter un peu, mais je pense qu'on a tous la même idée. Moi, je donnerai 3 principes. La priorité au capital cognitif de base, effectivement. L'IA, elle ne remplace pas le savoir. En fait, elle l'exige plus que jamais. Voilà. Ça, c'est la crise de l'effort, la chute de la lecture, la désaffection pour la pensée abstraite. C'est des tendances qui existaient avant, mais elles deviennent extrêmement graves et suicidaires aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut lutter contre elles. Deuxième principe, notre horizon, ça doit être l'agence de la personne individuelle, de l'individu. L'objectif, c'est pas de produire des utilisateurs compétents d'outils numériques, c'est de former des personnes capables d'exercer un jugement autonome, de prendre des initiatives, d'assumer la responsabilité de leurs décisions. C'est ce dont on aura besoin, y compris pour être heureux, même s'il n'y a plus d'employeurs, et s'il y a des employeurs aussi. Troisième et dernier principe, et je m'arrête là, il faut réguler par l'usage et pas par la prohibition. Interdire l'IA dans les classes, c'est totalement vain, ce serait comme interdire les électricités dans les foyers. Elle est déjà là, voilà, qu'on le veuille ou non, mais il ne faut pas méconnaître le deskilling et l'unskilling, encore pire, dont on a parlé. Donc la vraie question, c'est celle des usages. Est-ce que c'est actif ou passif, ce qui rejoint votre question sur l'atrophie. Il faut l'utiliser en mode étudier et apprendre. Est-ce que c'est critique ou délégateur? Est-ce que c'est encadré ou livré à eux-mêmes? Et une des questions à laquelle Luc Ferry, je m'arrête là, a fait allusion, c'est comment on crée le désir d'apprendre, la libido siendi, voilà. Et en fait, ça, c'est une question malheureusement qui est un peu suspendue. Est-ce que c'est le désir de faire plaisir à son professeur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on porte en nous? Est-ce que c'est parce qu'on a trouvé une passion, quelque chose qui nous appelle plus longuement? Ça, c'est une question qui est encore suspendue, en fait, qui est encore à laquelle il est difficile de répondre. Voilà. Et qu'on a fini, mais je ne peux pas m'empêcher. Tout mon projet à l'éducation nationale, c'était de revenir aux fondamentaux. Tout se joue à l'école primaire. Tout mon projet, c'était la lutte contre l'illettrisme. C'était quasiment que ça. Et c'est pour ça que j'ai fait les dédoublements de CP, de cours préparatoires, parce que 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. Voilà. Et donc j'ai fait et Blanquer m'a repris ça, il a eu la gentillesse de le dire, mais tout se joue à l'école primaire. C'est de très très loin le problème. Et là où on a une chance, c'est que les maîtresses d'école, j'ose le dire, c'est la catégorie de professeurs qui est la plus performante et qui est la plus éduquée et la plus intelligente et la plus utile. Eh bien, écoutez, merci. Nous arrivons au terme de cet échange. Nous sommes tous un peu frustrés de devoir nous quitter. Écoutez, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est, entre autres, évidemment, c'est que par une sorte de paradoxe, l'irruption de l'IA dans le monde de l'enseignement va renforcer le rôle fondamental de l'école, en fait. Parce que, précisément, il faut absolument assurer à tous, les fondamentaux, la maîtrise des fondamentaux, ce qui est très loin d'être le cas. Ensuite, il faut enseigner les humanités, parce qu'elles sont au fond porteuses de la spécificité de ce qui fait l'être humain, y compris en abordant les questions éthiques, ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est une bonne vie. Ces choses-là ne peuvent pas, je ne pense pas en tout cas, pour l'instant être enseignées par une IA qui comment dirais-je, est formatée par la pensée de ceux qui la conçoivent. Vous parliez de wokisme, hein, donc de ce point de vue-là, si vous voulez, il y a une partie irréductible de l'enseignement qui est plutôt rassurante et qui, au contraire, vient renforcer le fait que l'école est absolument indispensable et qu'il faut faire des études et encore des études. Quant aux enseignants, quand je vous écoute, messieurs, que ce soit comme conférencier ou comme professeur, je ne fais pas de soucis. Le professeur est absolument indispensable et irremplaçable. Merci beaucoup.